Mesdames et messieurs, bonjour, mais aussi bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous le recevez dans votre émission Djoliba Focus. Djoliba Focus qui revient aujourd'hui sur ce bijou que le professeur Franklin Nyamsi a bien voulu nous offrir aujourd'hui. Il s'agit justement de son dernier ouvrage intitulé L'impérial terrorisme qui a été édité par 3 éditions, à savoir les librairies Ba, mais également Bandama mais aussi l'Institut de l'Afrique des Libertés. Notre invité est un brillant professeur de philosophie, il est docteur, en tout cas il est un docteur, il est titulaire de plusieurs ouvrages comme vous l'aurez constaté à travers ses différentes publications. Il s'appelle Franklin Nyamsi Wa Cameroun, il est écrivain mais il est également leader de l'ULIPAC. Monsieur Franklin, bonjour et bonsoir, bienvenue. Merci beaucoup. Je salue le grand peuple africain du Mali, Aoniché. Je suis heureux de retrouver les belles caméras de Djoliba Focus, Djoliba TV News. Ben, professeur, c'est toujours un plaisir de vous accueillir. Vous l'avez dit, cela fait quasiment 7 mois que les programmes de Djoliba TV ont été suspendus. Comment l'avez-vous vécu de l'autre côté? Je l'ai vécu avec beaucoup d'émotion. Quand on est un intellectuel, bien souvent, on est du côté d'une espèce de radicalisme de la liberté d'expression. Mais quand on a la responsabilité de la cité, on découvre la complexité des conditions dans lesquelles cette liberté d'expression doit s'exercer. Je suis très heureux que Djoliba soit de nouveau fonctionnel, parce que c'est une chaîne de télévision qui apporte un véritable plus dans l'espace, à la fois médiatique et politique du Mali et de l'Afrique. Cela fait plaisir d'entendre en tout cas de tels propos de la bouche d'un grand panafricaniste convaincu comme vous êtes, professeur Franklin Nyamsi. Alors je disais tantôt, vous êtes l'auteur de cet ouvrage, professeur, intitulé L'impérial terrorisme. Nous allons nous en intéresser, si vous voulez bien, aux enjeux de cet ouvrage. Alors de quoi est-il question? On sait très bien que la nébuleuse question fait aujourd'hui débat, sinon fait même ravage dans les pays de l'AES, les pays que vous soutenez en tout cas et que vous continuez aussi à soutenir avec en tout cas tous vos moyens, tous vos voix. Alors, parlez-nous un peu, professeur, de cet ouvrage, L'impérial terrorisme. Alors, cher ami, cet ouvrage est né d'une situation, d'un contexte. Tous les pays africains au sud du Sahara sont attaqués par des groupes terroristes et ce phénomène s'étend désormais jusqu'en Afrique de l'Est. Rendez-vous compte que même la Mozambique, en Afrique de l'Est, ancienne colonie portugaise, est attaquée par des groupes armés qui se présentent comme Al-Qaïda ou État islamique. Selon l'idéologie de la presse occidentale et moyenne-orientale, l'Afrique est attaquée par des groupes qu'on appelle djihadistes, c'est-à-dire des groupes qui voudraient imposer aux Africains un certain type d'islam radical, en rupture avec l'islam de paix, d'amour, de fraternité, de solidarité que les Africains pratiquent depuis des siècles. Ça, c'est ce que l'on a voulu nous imposer dans les médias français, dans les médias européens, dans les médias occidentaux et dans les médias du Moyen-Orient. On a voulu tambouriner dans le crâne des Africains l'idée qu'ils sont attaqués par des groupes qui veulent modifier leur religion. Or, en menant des enquêtes, j'ai découvert que la déstabilisation dont l'Afrique est victime n'a rien à voir, strictement rien à voir avec la religion. Et qu'on avait tenté en réalité de salir l'islam et de cacher derrière l'islam un vaste plan de recolonisation du continent africain. Or, en effet, quand on étudie l'origine des groupes terroristes, les principaux, Al-Qaïda et l'État islamique, on se retrouve toujours dans les renseignements généraux des grandes puissances occidentales de l'OTAN avec leurs alliés du Moyen-Orient. Quand on étudie les pays qui hébergent les plus grands dirigeants d'Al-Qaïda et de l'État islamique, on se rend compte que ces pays sont les pays du Moyen-Orient qui sont les alliés des grandes puissances de l'OTAN. Quand on étudie au niveau africain les pays dans lesquels des dirigeants terroristes avérés, c'est par exemple le cas d'Iyad Ag-Ghali, ont leur gîte, leur couvert et leur reconnaissance diplomatique, ces pays, on se rend compte qu'ils encerclent les pays du Sahel et qu'ils encerclent globalement toute l'Afrique subsaharienne. En fait, là, j'ai donc élaboré le concept d'impérial terrorisme. Dans ce concept, il y a 2 notions. Impérial, qui renvoie à l'impérialisme, c'est-à-dire la volonté de s'accaparer des richesses du monde
au profit des grandes puissances, et le terrorisme, le moyen utilisé par l'impérialisme, après la traite négrière, après la colonisation, après la néocolonisation, le nouveau moyen utilisé par l'impérialisme pour agresser, piller l'Afrique, lui voler son pétrole, son or, son manganèse, son coltan, son diamant, son coton, son café, son cacao, le nouveau moyen, c'est le terrorisme. Le terrorisme est un instrument de l'impérialisme. Et quand vous découvrez cette chose-là, elle révolutionne votre pensée. Désormais, nous ne parlons plus de djihadisme en Afrique, parce que nous savons que nous ne sommes pas attaqués pour des raisons religieuses. Ce ne sont pas des musulmans qui viennent tuer des musulmans en pleine prière dans une mosquée. Ce ne sont pas des musulmans qui viennent brûler des villages, voler les troupeaux. Cela est interdit par le Saint-Coran. Ce ne sont pas des musulmans, ce sont des gens qui salissent l'islam, qui salissent l'Afrique et qui salissent même le droit international dont ils sont des ennemis. Donc, voilà l'intuition fondamentale de ce livre. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai rassemblé dans ce livre 6 preuves incontestables que nous avons affaire à une guerre de recolonisation impérialiste et que Al-Qaïda et l'État islamique ne sont que les bras armés que l'OTAN et ses alliés du Moyen-Orient ont choisi d'utiliser cette fois-ci pour continuer à contrôler nos ressources. D'accord. Alors, est-ce que cela reviendrait, professeur, à dire que cette bataille que nous sommes en train aujourd'hui de mener contre le terrorisme n'est pas un combat? Est-ce que cela reviendrait à dire que c'est une affaire qui a été montée de toutes pièces? C'est un combat pour sauver la civilisation négro-africaine qui est engagée. Parce qu'en fait, depuis 600 ans, on veut faire des Africains les étrangers sur la planète. Vous avez remarqué que quand les Africains veulent aller en Amérique, on les refoule. Vous avez remarqué que quand les Africains veulent aller en Europe, on les refoule. Vous connaissez les conditions drastiques des visas européens pour les Africains. Vous avez remarqué que quand les Africains veulent aller vers l'Asie, on les refoule. Mais ce qu'on n'a pas beaucoup remarqué, c'est que même quand les Africains veulent vivre chez eux en Afrique, on les refoule. On déplace des populations entières au Mali, au Burkina Faso, au Niger, au Cameroun. Dans leur propre pays, les peuples africains fuient. Regardez la situation au Congo. Regardez la situation au Mozambique. Donc, ce que j'ai parfaitement compris en étudiant cette affaire, c'est qu'il y avait un plan, celui de faire l'Afrique sans les Africains. Bâtir une Afrique sans les Africains. Vous imaginez ce que ça veut dire? On va prendre les richesses faramineuses, parce que nous sommes le continent le plus riche au monde, et nous, on va être des étrangers ou des citoyens de seconde zone dans nos propres pays d'origine, dans notre propre terre et sur les autres continents. C'est ça le plan que dénonce ce livre. D'accord. Est-ce qu'il y a quand même quel est le dessein inavoué de ces Occidentaux que vous dénoncez dans cet ouvrage? Je viens de le formuler d'une manière très simple. C'est l'Afrique sans les Africains. Il y a un certain M. Forster qui était Premier ministre du régime de l'apartheid en Afrique du Sud. Forster a dit que l'Afrique sera un paradis pour l'homme blanc lorsqu'elle sera débarrassée de tous les Africains. Et il faut que vous preniez conscience qu'il y a des stratégies pour faire disparaître les Africains. D'abord, il y a eu des stratégies d'extermination, de déportation, de marchandisation. Ensuite, aujourd'hui, il y a des stratégies d'action sur la démographie africaine, à travers notamment un certain nombre de politiques de vaccination criminelles. Il y a des stratégies de modification génétique qui sont élaborées. Il y a un laboratoire qui a fait scandale en Afrique du Sud et qui était dirigé par un certain docteur Wouter Basson. Ce laboratoire a tenté de stériliser toutes les femmes de la ligne de front qu'affrontait l'Afrique du Sud. Les femmes zambiennes, les femmes mozambicaines, les femmes sud-africaines noires. Tout ce monde-là a été l'objet de programmes de cette nature. Donc il faut que les Africains prennent conscience qu'il y a une guerre multisectorielle qui est livrée, 1, pour réduire la taille de la population africaine, 2, pour rendre les Africains étrangers chez eux en Afrique, 3, pour obliger les Africains à vivre des dettes du FMI, de la Banque mondiale, et non pas des richesses de leur propre sol. Et pour cela, il faut nous maintenir en insécurité, pour que les gouvernements soient obligés de dépendre du Club de Paris, du Club de Londres, du Club de Washington, de dépendre du droit international occidental pour fonctionner, et que nous passions tout notre temps à vivre des miettes après avoir remboursé une dette entièrement fabriquée pour nous maintenir en esclavage. Seul un gouvernement qui a peur d'être renversé par une puissance supérieure peut se permettre de vivre en surendettant sa population. Or, si vous regardez l'état de la dette sur le continent, vous vous rendrez compte que plus un pays est encerclé de troupes terroristes et de troupes impérialistes ou néocolonialistes occidentales, plus ce pays
payent des dettes énormes. Donc en fait, nous sommes là dans une véritable stratégie de maintien de l'Afrique dans la pauvreté, dans la subalternité au niveau international, afin de poursuivre son exploitation éhontée. Très bien. Alors, professeur, après avoir justement dénoncé cette campagne de déstabilisation de l'Occident contre l'Afrique, vous l'avez rappelé tantôt, vous dites que le dessein, c'est de faire de l'Afrique un continent sans Africains. Sans les Africains. Ouais. Alors, dans la même optique que vous enchaînez, vous dites, vous mettez toute l'Afrique face à ses responsabilités et vous appelez même les Africains à s'unir pour combattre l'impérial terrorisme ou se résoudre à disparaître. C'est absolument vital. Premièrement, nous devons changer de politique internationale. Les pays africains doivent développer des alliances fortes avec les pays qui ne nous ont pas colonisés, les pays qui ne nous ont pas esclavagisés, les pays qui ne financent pas, n'arment pas, ne médiatisent pas les groupes terroristes contre nous. C'est avec eux que nous devons prioritairement développer des relations diplomatiques. Deuxième élément important, nos systèmes judiciaires doivent s'emparer des actes abominables qui sont posés contre nous. Prenons un exemple tout simple. L'OTAN a détruit la Libye en association avec Al-Qaïda et l'État islamique. Nous sommes déstabilisés depuis lors au Mali, au Burkina, au Niger. Ça arrive même maintenant au Cameroun, au Nigeria, en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Togo. Qui paye pour cela? Nos juristes et nos magistrats doivent s'en emparer. Il faut ouvrir les grands procès. 1 pour les crimes négriers, 2 pour les crimes coloniaux, 3 pour les crimes néocoloniaux et 4 pour les crimes terroristes. Il faut que toute notre société soit en éveil pour résister contre cette ignominie. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est que nous avons désormais la responsabilité de comprendre que sans le renforcement de notre défense, de notre sécurité, nous ne pourrons pas avoir des économies fortes. Et si nous n'avons pas d'économie forte, nous ne pourrons pas faire baisser l'impact de la pauvreté sur nos populations et par conséquent de leur corruptibilité, parce que, en effet, ventre affamé n'ayant point d'oreille, l'Africain appauvri est facile à manipuler, à exploiter, notamment à utiliser dans cette arnaque qu'on a appelée la démocratie représentative occidentale et qui bien souvent a été en réalité amenée comme une camisole de force pour diviser davantage les Africains et mieux les contrôler. Donc vous ne croyez pas cette démocratie que vous décriez tantôt? Cette démocratie occidentale, moi je l'appelle démocratie. J'ajoute une lettre N entre O et C. C'est quoi la symbolique de cette lettre-là? Ça veut dire que ce sont des gens qui promeuvent par la bouche des valeurs qu'ils ne pratiquent pas dans les faits. Vous ne pouvez pas jeter 2 bombes atomiques sur le Japon, tuer des centaines de milliers de morts et ensuite vouloir interdire aux autres d'avoir une puissance nucléaire. Vous ne pouvez pas avoir massacré des milliards de personnes lors de la traite négrière, la colonisation, la néocolonisation et des 2 grandes guerres mondiales et vouloir imposer votre droit international. Vous ne pouvez pas imposer à toute la planète votre modèle de la famille. Alors même qu'on voit que vous êtes des sociétés en voie de disparition parce que vous avez choisi de vous reproduire par la voie anale. Donc, il faut que l'Afrique résiste sur tous les fronts. Le front intellectuel, le front spirituel, le front économique, le front géostratégique et politique. D'accord. Oui, que l'Afrique résiste en tout cas face à toutes ces menaces qui la guettent. Alors, vous parlez tantôt des crimes. Cette année, l'année 2025 a été décrétée par l'Union africaine comme étant l'année en tout cas, où on reconnaît justement certaines valeurs, notamment les sous-sols africains que vous avez même décrits tantôt, qui sont quand même riches en minerais. Ce sont les plus riches du monde. Les plus riches du monde. Alors, cette initiative de l'Union africaine, est-ce que vous l'approuvez? J'approuverais volontiers ces initiatives de l'Union africaine s'il fallait s'en tenir au mot, à la lettre. Mais pour que l'Union africaine soit capable d'être porteuse de véritables initiatives, il faut qu'elle soit véritablement africaine. Voici une organisation qui n'est pas capable de se financer elle-même sur fonds africains. Voici une organisation qui accepte la tutelle de l'Union européenne, la tutelle des puissances du Moyen-Orient, la tutelle des puissances d'Amérique du Nord, et qui est supposée porter le développement de l'Afrique. L'Union africaine a des idées qui sont pieuses et qui sont très belles, mais elle n'a pas les moyens de sa politique. Toutes les organisations continentales doivent s'inspirer de la méthode de l'Alliance des États du Sahel. La Confédération de l'Alliance des États du Sahel montre qu'une véritable organisation continentale travaille à renforcer son autonomie à tous les niveaux afin que ses paroles soient suivies par des actes. Je ne pense pas que l'Union africaine, dans l'état où elle est aujourd'hui, soit capable de garantir la souveraineté du sous-sol africain. Elle est plutôt une organisation sous le contrôle des puissances étrangères et qui, en réalité, tient un discours qui ne correspond pas du tout à ses pratiques. D'ailleurs, à la tête de l'Union africaine,
il y a souvent des dirigeants dont on connaît de manière notoire que ce sont des bradeurs des richesses de leur continent. Alors, quel mécanisme, alors, professeur, préconisez-vous aujourd'hui pour l'Union africaine afin de se défaire de ce rouleau d'étranglement? Mais c'est une révolution de l'Union africaine qui s'impose. On doit aller de l'union, en quelque sorte, des élites africaines, parce que cette Union africaine est une union des élites et des présidents, à l'union des peuples africains. Pour moi, on ne doit pas parler d'Union africaine, mais de UPA, Union des peuples africains. Cela veut dire que les principes qui gouvernent aujourd'hui le Mali, souveraineté, liberté de choix stratégique, défense des intérêts vitaux de la population africaine, doivent être les priorités de l'Union africaine. Tant que dans les faits, ce n'est pas le cas, l'Union africaine, c'est sans doute un joli bâtiment, c'est peut-être une histoire avec de bons moments, des moments qui sont moins bons et des moments qui sont mauvais, mais c'est un vœu pieux, un flatus vocis, comme disent les latins. Très bien. Alors, professeur, votre combat, il est connu. C'est la lutte contre l'impérialisme, un combat que vous menez depuis pratiquement plus de... depuis mon adolescence. Je suis originaire du Cameroun. Alors, aujourd'hui, les gens se posent la question... quel a été justement le rôle, la responsabilité des Africains face en tout cas à tous ces problèmes auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui? Oui. Alors, cette question est souvent posée par des gens qui veulent décharger de leurs responsabilités ceux qui ont perpétré la traite négrière, ceux qui ont perpétré la colonisation, ceux qui perpètrent l'impérialisme et ceux qui aujourd'hui permettent à Al-Qaïda et à l'État islamique d'être médiatisés dans la presse occidentale, la presse française, la presse américaine. Tous ces gens-là sont habitués à nous obliger à nous accuser nous-mêmes. Mais nous n'avons pas besoin d'être accusés par les autres, d'être responsables de notre propre malheur. Nous n'avons pas besoin de cela pour devoir nous-mêmes regarder le miroir et reconnaître ceci. L'Afrique ne serait pas dans l'état où elle est si des Africains, malheureusement une minorité, heureusement une minorité, n'avaient pas choisi de vivre au crochet des puissances étrangères contre leur peuple. Le vrai problème que nous avons, c'est le problème de l'Africain qui se comporte exactement comme l'esclave. Eh bien, de la traite négrière, comme le nègre dit de maison, qui décide de servir la puissance étrangère contre son propre peuple. Et la responsabilité qui est la nôtre, c'est d'éduquer nos enfants, d'éduquer notre jeunesse à l'amour de la patrie. La patrie la plus sainte pour un Africain, c'est d'abord l'Afrique. Parce que c'est d'ici que nous sommes, c'est ici que notre nombril est enterré, c'est ici que nos ancêtres ont hérité de la terre. Donc, à mon avis, la responsabilité africaine dans le malheur africain est incontestable. Mais cette responsabilité n'est pas principale. Elle devient principale dès lors que nous n'assumons pas le combat pour la souveraineté. Quand nous sommes des lâches, en fait, nous devenons responsables de notre malheur. Si nous sommes unis et solidaires, comme le disent souvent les Burkinabés, nous vaincrons. Nous vaincrons. Alors, professeur, c'est quand même difficile de vous recevoir, bien qu'il soit autour, en tout cas, d'un ouvrage, sans pour autant qu'on fasse des digressions en parlant de la politique. Évidemment que vous nous ferez le plaisir d'évoquer certains sujets qui font aujourd'hui de l'actualité. Nous allons commencer par votre pays d'origine, le Cameroun. Oui. Le président Paul Biya, qui a quasiment 93 ans aujourd'hui, compte briguer, en tout cas, un combienième mandat, 8e mandat. Oui, 8e mandat, soi-disant. Alors, nous savons très bien, aujourd'hui, ce que bon nombre de vos détracteurs se posent comme question, le professeur Nyamsi, quand même, il excelle, en tout cas quand il s'agit de parler d'autres pays, mais dans son propre pays, il a du mal à faire bouger les choses. Que répondez-vous à ces gens, professeur? Je réponds à mes détracteurs qu'ils ne peuvent pas revendiquer avec arrogance leur ignorance de mon œuvre. J'ai écrit 6 livres sur le Cameroun. 6. Si vous comptez sur mes réseaux sociaux, Facebook, YouTube, etc., j'ai donné des milliers de conférences sur le Cameroun. Je suis, depuis mes 18 ans, opposant au régime dictatorial de M. Paul Biya. Moi, je ne suis pas membre du régime de Paul Biya, je ne l'ai jamais soutenu. Je faisais partie des militants de base du syndicat des parlementaires de l'université camerounaise qui a résisté pendant 5 ans contre le régime de Biya avant de me rendre en Côte d'Ivoire pour poursuivre mes études, puis en France. Aujourd'hui, je suis le serviteur leader national d'un mouvement camerounais qui s'appelle les Lions et Lions indomptables de la libération panafricaine du Cameroun. Notre conviction est la suivante. De 1945 à 2025, il n'y a jamais eu d'élection au Cameroun. Le colon français a truqué toutes les élections qu'il organisait pour imposer à la tête du Cameroun des Camerounais qui ne voulaient pas de l'indépendance réelle du Cameroun. Il y a eu un massacre d'1 million de Camerounais entre 1955 et 1971. Y ont participé la puissance coloniale française, le général de Gaulle, avec par la suite son successeur, le président Pompidou, leur homme de main, Jacques Foccart, et les présidents successifs du Cameroun,
ont participé à cette campagne d'extermination de plus d'1 million de Camerounais, à savoir, eh bien, le président Ahidjo, aujourd'hui enterré à Dakar, après des déboires avec son successeur, et le président Biya. Je suis un opposant radical, total au régime de Paul Biya, et je pense qu'il n'y a pas élection en 2025 au Cameroun. Pourquoi? Paul Biya contrôle les listes électorales. Il y a mis qui il veut. Personne ne sait quelles sont les listes électorales du Cameroun. Paul Biya contrôle la commission électorale, ELECAM. Ce sont les membres de son parti qui composent la commission électorale. Paul Biya contrôle la Cour constitutionnelle. C'est lui qui nomme tous les magistrats de la Cour constitutionnelle. Il n'y en a pas un seul qui soit indépendant. Beaucoup ont même la carte du parti au pouvoir. Paul Biya contrôle toutes les régies financières du Cameroun. Il contrôle les principales forces militaires du Cameroun. Il contrôle la diplomatie et il est soutenu par ceux qui les ont imposés, Ahidjo et lui, depuis 1960, à la tête du Cameroun. Le peuple camerounais n'a pas d'autre choix. Il doit imiter le peuple malien. Il doit imiter le peuple burkinabé. Il doit imiter le peuple nigérien. La révolution sahélienne doit inspirer les Camerounais. J'ai écrit pour cela des livres, donné pour cela des conférences. Mais, chers amis, avec Franklin Nyamsi, ou Cameroun ou Africa, le problème c'est que chacun ne s'intéresse à ce que Nyamsi dit que quand Nyamsi parle de son pays à lui. C'est-à-dire que les Maliens m'écoutent quand je parle du Mali, les Burkinabés m'écoutent quand je parle du Burkina, les Ivoiriens m'écoutent quand je parle de Côte d'Ivoire, les Camerounais m'écoutent quand je parle du Cameroun, mais la plupart des autres ne m'écoutent pas quand je parle du Cameroun. Je demande souvent à ceux qui m'interviewent, et je le demande parfois avec beaucoup d'appoint aux journalistes, dites-moi si vous n'avez jamais lu un seul de mes 5. Maintenant, ils sont 6 livres sur le Cameroun. La plupart des journalistes ne les connaissent pas. Parce que chacun lit le livre qui parle du problème qu'il y a dans son pays. Moi, je suis Wa Africa. Je suis serviteur de la liberté des Africains. Wa Africa, ça veut dire quoi au passage? Fils de l'Afrique. D'accord. Wa, dans ma langue, le bandem du Cameroun, veut dire fils de. Wa Cameroun, fils du Cameroun, fils de l'Afrique. Donc, je produis une œuvre qui intéresse tous les Africains, mais chacun ne voit que le côté qui le concerne. Donc, j'appelle les Maliennes et les Maliens, j'appelle les Sahéliens à aider la révolution camerounaise. Nous devons nous débarrasser de la dictature au Cameroun. Comme vous, Maliennes, Maliens, vous vous êtes débarrassés à chaque fois des dictatures. Ce sont des mobilisations populaires qui ont produit la révolution du Malikoura. Ce sont des mobilisations populaires qui ont produit, en réalité, l'accès du capitaine Ibrahim Traoré au pouvoir au Burkina Faso. C'est la lutte du peuple nigérien qui a fait émerger des militaires patriotes pour diriger le Niger. Mais est-ce que, professeur, est-ce que vous vous êtes posé la question, vous-même personnellement, après plusieurs années en tout cas de combats menés contre le régime de Paul Biya, comme vous le disiez tantôt, du fait que les fruits n'ont pas tenu la promesse des fleurs, est-ce que vous êtes interrogé fondamentalement vous-même? Oui, oui. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ce qui n'a pas marché, c'est que notre peuple, le peuple camerounais, a été en réalité emprisonné dans les enclos ethniques, dans les enclos régionaux, dans les enclos religieux, dans les enclos corporatistes. Le colon allemand, le colon britannique, le colon français a utilisé la stratégie du diviser pour mieux régner. Avec le temps, ils ont créé 5 ethnies imaginaires au Cameroun. Il y a le nordiste, il y a l'anglophone, il y a le Beti-Boulou, il y a le Sawa et il y a les Bamileke. Ces 5 groupes qui ont été fabriqués, martelés dans le crâne des Camerounais par le colon français, ont été récupérés et manipulés sous le régime Ahidjo et sous le régime Biya. Ce qui fait que la plupart des Camerounais, qui peuvent être des gens d'une très grande instruction, n'en doutez pas, on a quand même l'une des populations les mieux éduquées d'Afrique dite francophone, la plupart des Camerounais pensent la politique en termes de tribus. C'est-à-dire que tant que celui qui doit accéder à la présidence de la République n'est pas de ma tribu, mais je ne me bats pas pour qu'il y ait un changement. Or, ça profite à Biya. Biya et son prédécesseur, tout comme les Français, ont habitué les Camerounais à penser la politique de façon ethnique. Le pays est bloqué à cause de cela. Avec notre mouvement, les Lions et Lions indomptables, de la libération panafricaine du Cameroun, nous appelons les Camerounais à se regarder comme nous nous regardons avec nos frères maliens, guinéens, burkinabés, comme le même peuple africain. Si le peuple camerounais pouvait dépasser le tribalisme qui le paralyse actuellement et qui le bloque, qui l'empêche de se mobiliser comme un seul homme, on aurait 3 millions de personnes dans les rues de Maroua, de Garoua, de Ngaoundéré, de Douala, de Yaoundé, de Bertois, de Bafoussam, de Bolova, et nous aurions
à Bamenda comme à Bouéa, la libération du Cameroun du régime de Paul Biya. C'est pour cela que nous travaillons. Ok. Est-ce que la libération du Cameroun, professeur, peut se faire en tout cas autour des plateaux, dans les pays tiers, sans pour autant vous rendre au Cameroun pour aller mener le combat sur le terrain? Alors aujourd'hui, certains diront, effectivement, le professeur, son combat, c'est sur les plateaux, c'est dans les pays tiers, mais il ne vient jamais en tout cas au Cameroun pour mener le combat. C'est quoi le message? J'adore cette critique. Moi, j'ai été empêché depuis 2018 de rentrer au Cameroun par le dictateur Paul Biya. Il a refusé de me restituer mon passeport camerounais. Je suis sans passeport camerounais depuis pratiquement 15 ans parce que M. Biya a ordonné qu'on ne me rétablisse pas mon passeport. Et même quand je suis allé demander avec le passeport français un visa camerounais, on a refusé de me le donner. Et on m'a signifié que j'étais persona non grata au Cameroun. Vous comprenez que pour que je rentre au Cameroun, il faut que Paul Biya tombe. Vous avez bien compris. Pour que je rentre au Cameroun, il faut qu'il tombe. Parce qu'il me considère comme l'un de ses adversaires les plus déterminés. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, l'influence d'un homme, d'un intellectuel politique ou d'un homme politique, elle ne se mesure pas à sa seule présence physique. Elle se mesure à l'impact de ses idées. J'affirme que je fais partie aujourd'hui des Camerounais qui impactent les idées des Africains et qui impactent de plus en plus les idées des Camerounais. Le jour où le peuple camerounais, mon cher ami, me donnera la télécommande, c'est-à-dire m'écoutera, je rentrerai dans mon pays et je le répète une deuxième fois dans une chaîne de télévision du Mali. Vous avez peut-être et même probablement et même certainement affaire à l'un des futurs présidents de la République du Cameroun. Qu'il en soit ainsi, professeur Niamsi. Merci. Alors, avant de faire un détour dans un de vos pays aussi, où vous avez séjourné, vous avez même fait des études, vous avez même rencontré justement un fameux Guillaume Soro Kibafoki. On va justement revenir sur les pays de l'AES. Aujourd'hui, votre amour pour ces trois États n'est plus à démontrer. Vous êtes au Mali quasiment tous les 3 mois, sinon aussi, chaque semestre. Et nous avons fondé l'Institut de l'Afrique des Libertés, association légale de droit malien, qui est un think tank de soutien aux politiques d'émancipation. Donc cela reviendra à dire que vous serez fréquent au Mali et dans les 3 pays, dans les États. Absolument. Alors qu'est-ce qui peut bien expliquer, professeur, cet attachement aujourd'hui pour ces 3 États de l'AES? Parce que ces 3 États sont le laboratoire de la libération du continent africain. La révolution africaine du XXIe siècle, cher ami, elle se passe ici au Mali. Elle se passe au Niger et au Burkina. Ce sont des pays qui ont remis en cause 3 dogmes que personne n'osait toucher. Le premier, c'est le dogme de l'autonomie de décision. On voit très bien qu'au Mali, au Burkina et au Niger, il y a désormais des décisions politiques qui ne se prennent qu'au Burkina, qu'au Mali et qu'au Niger. L'Afrique doit apprendre cela. Le deuxième dogme que ces 3 pays ont brisé, c'est le dogme du dictat diplomatique occidental sur la politique extérieure africaine. Ils ont remis en cause le principe de l'imposition, du filtrage des relations diplomatiques africaines par les puissances occidentales et moyen-orientales. Donc, ils ont ouvert ce qu'on appelle le multipolarisme, le multilatéralisme diplomatique. Puis, il y a un troisième dogme qui, moi, m'intéresse beaucoup. Ils ont décidé d'utiliser les richesses africaines pour améliorer les conditions de vie des Africains. La première condition pour cela, c'est que les dirigeants actuellement de l'AES n'ont pas des comptes bourrés d'argent volés aux Maliens, volés aux Burkinabés, volés aux Nigériens à l'étranger. La caractéristique de la plupart des autres républiques qui sont bananières au sens propre du terme, c'est qu'elles sont dirigées par des grands voleurs, des gens qui prennent l'argent du Cameroun pour le garder en Suisse, le garder aux États-Unis, le garder à Dubaï, etc. Ce sont eux-là, en Côte d'Ivoire, une kleptocratie règne. Ils prennent l'argent public ivoirien et ils le planquent dans les paradis fiscaux. Ils le planquent par des rétrocommissions. Ils le planquent dans des parts de capitaux. Cette pratique-là est en train d'être brisée dans le Sahel. Donc, quand un Africain marche dans le monde, et moi je voyage partout, je voyage en Amérique, je voyage en Europe, je voyage en Asie, j'enseignais quelques années d'ailleurs au Moyen-Orient, en Turquie, la fierté que les Africains ont actuellement sur la terre. Les Maliens qui sont en Bamako, là, ils n'imaginent pas ce qu'ils représentent pour les Africains. Les difficultés que vous pouvez avoir ici sur le plan économique, sur le plan social, vous font parfois oublier ce que vous représentez pour les Africains partout dans le monde. Maliens, Nigériens, Burkinabés, c'est grâce à vous que les Africains se redressent partout et parlent avec force et courage. Vous avez vu la grande mobilisation autour du président Ibrahim Traoré il y a 1 mois et demi, il y a 2 mois. Qu'est-ce qui explique cela? C'est parce qu'en fait,
La révolution sahélienne est le laboratoire de la révolution africaine actuelle. Si les choses réussissent au Sahel, alors elles peuvent réussir ailleurs. Donc ici, c'est le laboratoire. Je suis au laboratoire. Vous êtes au laboratoire. Alors, qu'est-ce qui vous rend si fier, professeur Niamsi, aujourd'hui, de la dynamique enclenchée par ces trois autorités, à savoir malienne, burkinabé et nigérienne? Parce que nous, les Africains, ça fait 600 ans qu'on nous méprise, qu'on nous maltraite sur tous les continents. Quand vous allez dans n'importe quelle prison en Europe ou en Amérique, la population la plus nombreuse, ce sont les Africains. Quand vous allez dans les centres de rétention et d'expulsion administrative des migrants, en Amérique ou en Europe, la plupart des populations sont des Africains. Et quand vous venez ici en Afrique, vous vous rendez compte que la plupart des Africains que vous avez vus dans des situations absolument déplorables, méprisés dans les autres continents, ils viennent de pays qui sont bourrés de richesses naturelles stratégiques. Donc, qu'est-ce qui me rend fier, si fier? C'est de voir avec le président Goïta, le président Tiani et le président Traoré, des dirigeants africains qui ont décidé de rendre à l'Afrique sa fierté et sa dignité. Quand on a de tels dirigeants, nous qui marchons en Europe, en Asie et en Amérique, nous marchons fiers. Un peu comme, je le dis souvent en France, je marche toujours avec la fierté des anciens combattants d'Afrique qui ont libéré la France, eh bien, de la domination nazie. Je marche aujourd'hui avec la fierté dans le cœur des peuples sahéliens qui sont debout et qui résistent à l'impérial terrorisme et qui sont aujourd'hui en passe de vaincre trois défis. Ben, le défi, en effet, du désenclavement économique, le défi énergétique, qui est un vrai problème, le défi, eh bien, de l'élévation du standard de vie de leur population. Je suis certain que dans 15 ans, le Sahel sera la partie de l'Afrique la plus belle en termes de réalisation, d'innovation et de potentiel. C'est votre ultime conviction? Absolument. Très bien. Professeur, nous allons faire un détour dans les indices de ces pays où vous avez votre certainement ami personnel qui a déclaré en tout cas être le leader du mouvement Génération et Peuple Solidaire, l'ancien président de l'Assemblée nationale, Premier ministre, Guillaume Kibafori Soro. Très bien. Alors, je suis un conseiller. Avant de revenir rapidement sur cette autre annonce du président Alassane Dramane Ouattara qui a annoncé cette semaine même, en début de semaine, alors son intention de briguer la magistrature suprême de son pays, toutes choses que la Constitution lui permet selon ce dit. Alors, faisons d'abord un regard sur notre compatriote qui est non moins membre du CNT, il s'agit de Mahamadou Awa Gassama, qui est incarcéré depuis près d'un mois aujourd'hui. Oui. Alors, déjà, comment avez-vous vécu cette histoire quand vous l'avez apprise? Écoutez, moi j'ai très mal au cœur. Déjà, je voudrais saluer ici la mémoire d'un activiste panafricaniste, d'un jeune frère burkinabé, Alino Faso, qui a été atrocement torturé et assassiné dans les geôles du dictateur ivoirien. Avez-vous des preuves? Oui. Les preuves qu'il a été arrêté existent. Les preuves qu'il a été torturé existent, car il a eu le temps d'en témoigner. Et les preuves ultimes des conditions dans lesquelles il est mort résident dans l'incapacité actuelle des autorités ivoiriennes à délivrer l'autopsie. À mon avis, depuis sa mort, on n'a pas quand même l'autopsie qui prouve qu'il a été torturé. En fait, on ne veut pas l'autopsie. Le Burkina Faso a demandé le rapatriement de la dépouille mortelle d'Alino Faso. Vous savez, un corps, c'est un livre qui ne ment pas. Et Alassane Dramane Ouattara, le dictateur ivoirien, est en difficulté maintenant. Parce que rendre le corps d'Alino Faso, c'est rendre le livre dans lequel son crime est inscrit. L'infortuné avait été débarrassé de la nationalité ivoirienne. Il est citoyen burkinabé. Il meurt dans les geôles pour sa liberté d'expression, sa liberté d'opinion. Son pays natal demande de rapatrier son corps. M. Ouattara refuse de s'exécuter jusqu'à l'instant présent. Quel est le but? C'est parce qu'il veut cacher les preuves scientifiques ultimes des sévices que ce garçon a subi. Alino Faso n'avait aucune raison de se suicider. Il n'avait aucune raison. C'était un homme plein de vie, c'était un serviteur de la patrie africaine. Mais parlons de M. Gassama. J'ai commencé par Alino Faso pour vous dire, vous voyez, Maliennes, Maliens, c'est comme ça que ça commence. On avait pris Alino Faso il y a 6 mois. Il y a une autre dame qui s'appelle Minourgou, qui est en prison là-bas. Ça fait plus de 8 mois. À un moment donné, on dit, il s'est suicidé, soi-disant, il est mort. On a Gassama là-bas. Et nous voyons comment il traite les prisonniers.
pour raison politique. Donc, on peut considérer à partir de cet instant que la vie de notre frère Gassama est en danger quand on voit le traitement qui a été réservé à Lino Faso. Et je voudrais protester ici contre cette méthode que le président ivoirien a de mépriser la vie humaine des Africains. Lorsque ces 49 mercenaires ont été arrêtés ici à Bamako, le 10 juillet 2022, tout le monde est témoin du traitement humain qui leur a été réservé dans le cadre de leur incarcération par les autorités maliennes. Pas un cheveu des 49 mercenaires de M. Ouattara n'a manqué. On a vu les dames militaires, les 3 premières qui avaient été libérées, repartir avec un embonpoint et un éclat de teint supérieur à celui qu'elles avaient quand elles arrivaient. Le Mali traite avec humanité ses prisonniers étrangers parce qu'il tient aujourd'hui à montrer qu'il pratique les principes qu'il proclame. Alors comment on peut comprendre qu'alors que le Mali a traité avec humanité des mercenaires qui sont venus avec des faux passeports et qui voulaient se positionner dans l'aéroport Bamako-Sénou pour éliminer le président Goïta à la première occasion, et qu'on arrête Gassama et qu'on commence à le garder en prison, comme on a arrêté Alino Faso, au risque d'y perdre leur vie. Il faut protester, il faut exiger la libération immédiate de ce frère. Très bien. Alors, est-ce que vous serez, je me pose la question, professeur, si toutefois, en tout cas, une bonne partie du peuple ivoirien serait d'accord avec vous quand vous traitez le président légitimement élu, démocratiquement élu, président de la République, vous le traitez de dictateur. Est-ce que, alors, ne craignez-vous pas que ça puisse aussi attirer la colère des Ivoiriens contre votre propre personne? Alassane Dramane Ouattara n'a pas du tout été démocratiquement et légitimement élu. Il a violé la constitution de la Côte d'Ivoire qui dit ceci: nul ne peut exercer plus de 2 mandats présidentiels. Mais la constitution a été changée. Laissez-moi vous répondre. La constitution a été changée en 2016. Et en 2016, quand elle a été changée, Alassane Ouattara a témoigné qu'il n'était surtout pas question de faire un 3e mandat. Moi, aux côtés du président Guillaume Soro, qui était président de l'Assemblée nationale, j'ai participé à la campagne ivoirienne pour la constitution de 2016. Et l'un des flyers qu'on distribuait pendant cette campagne disait: est-ce que le président actuel peut faire un 3e mandat? Réponse: non. Le ministre de la Justice de Ouattara, Sansan Kambile, est passé devant l'Assemblée nationale ivoirienne. Et il a dit qu'il était impossible juridiquement, mathématiquement et logiquement de faire un 3e mandat. Le secrétaire exécutif du RHDP, actuellement au pouvoir, Ibrahim Cissé Bakongo, docteur en droit, a délivré une interview comme celle que je vous délivre aujourd'hui, dans laquelle il a démontré qu'il était inconcevable que le président Alassane Ouattara fasse un 3e mandat. Alassane Dramane Ouattara lui-même, au motif que son candidat qu'il avait désigné en 2020 était décédé en chemin, avait dit exceptionnellement: j'ai quand même décidé de violer la constitution pour faire un 3e mandat. On peut se demander, depuis 2020 jusqu'à aujourd'hui 2025, qu'est-ce qui s'est encore passé pour qu'il n'y ait personne dans le RHDP qui soit capable d'être candidat? Non, M. Ouattara a décidé de s'accaparer, comme Paul Biya au Cameroun, le pouvoir d'État. Et le peuple ivoirien n'a pas d'autre choix. Il faut se mobiliser et le dégager. Alors, l'expression phare au cours de cette allocution du président de la République, Alassane Dramane Ouattara, c'est cette phrase qui a retenu toute notre attention. Oui. Le devoir transcende la parole donnée. Ouais. Alors, professeur, cette expression revient couramment aujourd'hui, le respect de la parole donnée, surtout pour les dirigeants qui sont. Qu'est-ce que représente en fait? Cette phrase de M. Alassane Ouattara relève de la démagogie. En philosophie et en logique, c'est une phrase nulle. Parce que prenons ce qu'on appelle le devoir. Le devoir, c'est l'obligation qu'on a envers autrui. Obligation qu'on a envers autrui. C'est ça, un devoir. Et un dirigeant a une obligation envers son peuple dans un système supposément démocratique. Quand il dit le devoir transcende la parole donnée, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un devoir est une parole donnée. Parce que quand tu te reconnais un devoir, tu donnes ta parole que tu vas faire ce que tu as promis de faire. Tout devoir suppose une parole donnée et une promesse. Il n'y a pas opposition entre le devoir et la parole donnée, mais identité. Alassane Ouattara est un mystificateur. C'est un mythomane en fait. Cet homme-là est arrivé en Côte d'Ivoire dans les années 80 en reniant son histoire voltaïque et burkinabé. Cet homme-là est arrivé au pouvoir en Côte d'Ivoire
par une succession de manipulations. Il a créé la carte de séjour des étrangers en 91. Il a créé l'ivoirité politique. Il l'a exploité pour se présenter comme le défenseur des exclus. Il a tenté le coup d'État de 93 contre le président Bédié, qui devait succéder au président Houphouët-Boigny. Ça n'a pas réussi. Il a tenté en 95, ça n'a pas réussi. En 99, c'est lui. En 2000, c'est lui. En 2001, c'est lui. En 2002, le président Guillaume Soro l'a révélé. C'est Alassane Ouattara. Il a utilisé constamment la violence, la ruse, la corruption, l'indignité de la parole non respectée. C'est la marque déposée de cet homme. Je vous le dis, M. Ouattara a poussé le peuple ivoirien à bout. Le peuple ivoirien est à bout. Maliennes, Maliens, Sahéliennes, Sahéliens, regardez avec attention la cocotte en ébullition qui est à Abidjan. Que personne ne dise qu'il ne savait pas. Ce peuple a épuisé toutes ses réserves de patience envers Ouattara. Mais pourtant, professeur, au lendemain de l'annonce de sa candidature, on a quand même vu sur les images qu'apparemment, il semble avoir toujours la confiance de son peuple quand on a vu des scènes de liesse à travers un peu partout. Les scènes de liesse dont vous parlez sont des scènes de liesse artificiellement fabriquées par les billets de banque, fabriquées par les chiffons, les tissus que M. Ouattara partage et les promesses qu'il fait à ses militants. Le RHDP n'est pas un parti politique au sens classique du terme. C'est un club de jouissance et de réjouissance. Les décisions politiques au RHDP ne sont pas prises par l'Assemblée générale. Il n'y a pas de débat politique au RHDP. Alassane Dramane Ouattara décide. C'est lui qui dicte. Ça dirige du sommet à la base et non pas de la base vers le sommet dans cette organisation politique. Ce sont les ministres de M. Ouattara qui ont organisé ces scènes de liesse complètement artificielles. Le gros du peuple ivoirien en a gros sur le cœur, mon cher frère. La Côte d'Ivoire tremble parce que c'est un pays qui se sent désormais captif d'une oligarchie criminelle dirigée par M. Ouattara. Il faut que le Mali, il faut que les pays qui entourent la Côte d'Ivoire prennent conscience du fait qu'à tout moment, ça va partir dans tous les sens. Très bien. Professeur, un autre en tout cas, point qui est souvent soulevé par en tout cas, bon nombre de nos téléspectateurs, c'est la constance de nos dirigeants. Oui. Vous disiez tantôt, vous êtes le conseiller de Guillaume Soro. On se rappelle en 2011, lorsque la Cour constitutionnelle avait validé en tout cas la réélection de Gbagbo. Justement, c'est le Premier ministre à l'époque, Guillaume Soro, qui est sorti lorsque Alassane Dramane Ouattara était en tout cas dans les colonnes de l'hôtel du Golfe, on se rappelle très bien. C'est l'un des premiers qui est sorti en tout cas pour apporter son soutien au président Alassane Dramane Ouattara et déclarer son élection. Aujourd'hui, que les choses tournent au vinaigre, ce regard, la posture change. Alors, les dirigeants, nous avons du mal à nous reconnaître en eux à travers leur position. Alors, si on devait revenir sur le contentieux électoral de 2010-2011, il faudrait faire une émission à part pour cela. Non, juste par rapport à la régularité, la constance des je prends ce point fondamental. Okay. Il y avait une certification de l'élection par les Nations Unies. L'ONU était représentée dans cette affaire. Il y avait une déclaration du résultat des élections par la Commission électorale indépendante. Donc il y a eu un conflit à un moment donné entre l'avis du juge constitutionnel qui est suprême et l'avis des partenaires internationaux associés à l'élection, l'avis de la commission électorale. Bon, si M. Ouattara qui est là était véritablement, pour ainsi dire, un légaliste, un amoureux de la Constitution, eh bien, il aurait accepté le premier verdict que le Conseil constitutionnel avait donné, à savoir qu'il avait perdu l'élection. Il n'a pas accepté parce qu'il estimait posséder des preuves qu'il avait gagné l'élection, notamment grâce à l'alliance avec le président Aimé-Henri Konan Bédié, le candidat du PDCI-RDA. Mais je veux insister sur quelque chose. Moi, mon opinion, c'est qu'il aurait fallu annuler cette élection. Il aurait fallu l'annuler. Pourquoi? Parce que le pouvoir Gbagbo à l'époque avait retiré les décomptes des votes de 5 à 6 régions avant de proclamer les résultats. À partir du moment où vous enlevez le vote de 5 à 6 régions d'un pays dans une élection, parce qu'il y a eu des fraudes, etc., il faut annuler. La plus grosse bêtise que le Conseil constitutionnel ivoirien ait faite a été de valider une élection qui était entachée d'irrégularités des deux côtés. Voilà mon opinion aujourd'hui. Avec le recul du temps, on aurait dû annuler cette élection et peut-être, oui, sûrement, on aurait sauvé 3000 vies. Oui, par rapport justement à Guillaume, qui était même à l'époque président de l'Assemblée nationale, quand Ado est venu au pouvoir, ensuite... non, il n'était pas président de l'Assemblée nationale, il était Premier ministre de Laurent Gbagbo, quand Alassane Ouattara... Quand même, c'était un soutien
ado au départ. Bien sûr. Alors aujourd'hui, que la case brûle, c'est quoi? C'est très simple. Alassane Dramane Ouattara ne fait pas de la politique. Il fait de la seigneurie. La seigneurie. C'est-à-dire qu'en fait, il gère ses relations politiques comme si on était en féodalité, dans un régime féodal. Quand vous avez une organisation politique, le RDR, par la suite RHDP, vous devez faire qu'il y ait une respiration des responsabilités politiques de génération en génération. Vous ne devez pas faire ce que Paul Biya fait au Cameroun. Vous bloquez pendant 43 ans toutes les générations politiques qui doivent servir le pays avec des énergies nouvelles au motif que vous êtes le plus intelligent. Alassane Ouattara proclame partout, c'est qui le meilleur? C'est Ado. C'est qui le meilleur? C'est Ado. Mais vous ne pouvez pas être le meilleur tout le temps. Donc, la séparation avec Guillaume Soro arrive lorsqu'Alassane Ouattara indique qu'il ne va pas laisser notre génération faire de la politique en Côte d'Ivoire et qu'il faudra passer toute notre vie à être des subalternes derrière quelqu'un pour qui Guillaume Kibafori Soro et ses compagnons ont versé leur sang, leur sueur et leurs larmes. Comment pouvez-vous comprendre que ce type-là se proclame président à vie, alors même qu'on se battait pour que la démocratie lui profite? Comment pouvez-vous accepter que Guillaume Soro soutienne quelqu'un qui tue la démocratie alors qu'il a soutenu cette personne au nom de la démocratie? Non, c'est Guillaume Soro qui est resté fidèle à ses principes dans cette affaire, et c'est Alassane Ouattara qui a joué au boulanger, au roublard. C'est lui, aujourd'hui, le plus grand menteur politique de l'histoire. Le type qui a dit « Je ne suis pas candidat », c'est encore lui qui nous dit « Je le suis ». Donc, Guillaume Soro, quant à lui, représente aujourd'hui la véritable réserve d'hommes d'État de la Côte d'Ivoire. La génération du président Babo, du président Bédié, du président Ouattara a globalement fait son temps. Si vous regardez bien, parmi les hommes d'État, eh bien, en capacité d'assumer la complexité ivoirienne, Guillaume Soro est le primum inter pares. D'accord. Alors, faisons, professeur, un détour rapidement du côté du Sénégal également. C'est une élection aussi qui avait suscité tant d'engouement quand nous avons vu le duo arriver au pouvoir, à savoir Bassirou Diomaye Diakhar Faye et son Premier ministre, comment dirais-je, Ousmane Sonko. Ousmane Sonko. Alors, il y a quelques mois de cela, nous avons quand même assisté, on va dire, à une sorte de bisbille à la tête de l'État, pour une sortie du Premier ministre Ousmane Sonko. Est-ce que le malaise, on peut dire, qui s'est estompé aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des inquiétudes par rapport à ce duo qui est aujourd'hui à la tête du Sénégal? Moi, je fais partie des intellectuels politiques et des analystes qui ont exprimé des réserves au moment de l'arrivée de Pastef au pouvoir, en raison de la manière dont ils sont arrivés au pouvoir. Parce qu'il y avait quelques zones d'ombre, il y avait quelques zones de mystère. D'abord, pourquoi Macky Sall les a-t-il libérés? Est-ce que Macky Sall les a libérés parce qu'il y avait une telle pression géopolitique, géostratégique, physique même de la rue, que les forces de sécurité et de défense qui détenaient Sonko et Diomaye avaient peur et qu'il a fallu le libérer? Je ne crois pas. Je pense qu'il y a eu des négociations. Alors, mais qui a négocié pour permettre à Sonko et Diomaye de faire campagne? Pour moi, je ne fais qu'ici qu'une hypothèse. Je ne m'exprime pas ici avec une certitude absolue. Pour moi, il faut imaginer ceci. Puisque Diomaye et Sonko et Diomaye étaient les plus populaires et qu'ils avaient pour eux la rue, on a demandé à Macky Sall de se retirer et de les laisser battre campagne. Mais en retour, on a demandé à Sonko de renoncer à sa candidature parce qu'il était trop radical, anti-France-Afrique, imprévisible. On considère qu'il est capable de prendre des décisions trop tranchées. On lui a demandé d'accepter que son acolyte Diomaye soit le candidat de Pastef pour la présidentielle et qu'à ces conditions, on les laisserait compétir. Alors, on a demandé à Macky Sall. Alors maintenant, je dis quel est ce on? C'est qui? Ce on, c'est le néocolonialisme français qui ne veut pas lâcher le Sénégal. Ce on, c'est l'impérialisme occidental qui ne veut pas lâcher le Sénégal. Parce qu'en fait, le Sénégal, c'est le poumon du franc CFA. C'est la base du franc CFA ouest-africain, le Sénégal. C'est la dernière position où, même quand on dit qu'on a retiré les militaires français, ils sont reconvertis aujourd'hui en compagnie de sécurité privée. J'espère que vous ne les avez pas vus. Vous n'avez pas vu. Est-ce que vous avez vu des militaires français débarquer en France après être partis du Sénégal? Non. Ils sont reconvertis. Tout ce monde-là a été reconverti. Tout ce monde a été reconverti dans le cadre du plan d'invisibilisation de la présence militaire française en Afrique. Donc le Sénégal est, avec le Gabon et la Côte d'Ivoire, et Djibouti, ils sont les derniers points d'ancrage du précaré français. Donc ils ne veulent pas lâcher. Et Diomaye Faye
manifestement, représente dans l'élite actuellement au pouvoir au Sénégal la garantie qui a été donnée à la France. D'ailleurs, il est allé voir Macron très tôt pour cela. Il est allé voir Alassane Ouattara très tôt pour cela. Que ses intérêts vont peut-être être revus à la baisse, mais qu'il ne va pas y avoir de rupture. Il l'a dit. Alors que Sonko, lui, le pastéfien en chef, il a la pression de la rue panafricaniste populaire et il a la pression des camarades panafricains du continent. Car n'oublions pas ce qu'ils avaient promis avant de prendre le pouvoir. Ils avaient dit qu'ils s'associeraient au Mali, au Burkina Faso et au Niger pour combattre le terrorisme. Depuis qu'ils sont arrivés au pouvoir, 1 an est passé, ils n'ont pas posé un seul acte de lutte en commun contre le terrorisme. Au contraire, ils ont demandé à l'Union européenne de les aider à sécuriser leurs frontières avec le Mali. Donc, moi je pense, dès le début, qu'il n'y a pas eu une rupture radicale avec la France-Afrique. Que le régime sénégalais actuel a le cul sur 2 chaises, un pied dans le panafricanisme et un autre pied dans le néocolonialisme. J'ai élaboré enfin une théorie que j'appelle le tricéphalisme sénégalais. Ça, c'est avéré. Il y a 3 pôles de pouvoir au Sénégal, contrairement aux apparences. Il y a la présidence de la République, il y a la primature, et il y a celui qui est le garant du système sécuritaire néocolonial sénégalo-français, le général, le ministre de la Défense, eh bien, pour moi, le général Biram Diop. C'est lui qui a été très dur envers les Sahéliens, qui disait qu'il allait ramener l'AES par tous les moyens possibles à l'intérieur de la CEDEAO. Il est la garantie sécuritaire que l'influence française, l'influence occidentale au Sénégal est garantie. Ousmane Sonko s'est plaint de la désobéissance de plusieurs ministres. Il a cité le ministre de la Justice, il a cité le ministre de l'Intérieur, il a cité à demi-mot le ministre de la Défense. Il a dit que le président Diomaye Faye était incapable de mettre à l'ordre, de ramener de l'ordre, même parmi certains ministres qui n'écoutent pas le Premier ministre. Tout ceci indique en fait que la révolution sénégalaise n'est pas terminée. Oui, c'est la question que je vais poser. La révolution sénégalaise n'est pas terminée. Est-ce que, professeur, à vous entendre parler de tous ces propos, c'est quand même inquiétant. On a quand même l'impression que le président Bassirou Diomaye Faye aurait peut-être trahi l'esprit qui a prévalu à son élection par le parti PASTEF. Est-ce que c'est ce que vous voulez dire, professeur? Mais moi, je vois très bien que les critiques que le Premier ministre Ousmane Sonko a formulées contre le président Bassirou Diomaye Faye viennent du fait que celui-ci est en train de s'éloigner de l'esprit de leur mouvement, qui est un mouvement patriotique, un mouvement panafricaniste et révolutionnaire. Regardez la scène ubuesque de Washington. Le président sénégalais aligné comme un élève d'école primaire derrière son maître, Donald Trump, dans le bureau ovale. Est-ce qu'on peut imaginer, de la part d'un leader panafricaniste, d'accepter d'être traité de la sorte par un dirigeant étranger? Vous avez vu la scène? Les 5 présidents, eh bien, sénégalais, bissau-guinéens, libériens, alignés comme ça. Ce n'était pas une première quand même. C'était pas une première avec Donald Trump? Avec Barack Obama, on a vu la même scène. Mais ce sont des scènes détestables. Qu'est-ce qu'on a à mettre les présidents africains derrière le président américain qui est assis comme étant leur patron? Qu'est-ce qu'on a à le faire? Donc, en fait, moi je dis très clairement que on ne peut pas dire que c'est la belle entente au sommet du Sénégal aujourd'hui, mais on peut dire que tout cela était prévisible. D'abord, le pouvoir est d'une nature terrible, il ne se partage pas, il se partage difficilement. Et en fait, Diomaye, il est président à la place de Sonko, parce que c'est ce qu'ils ont dit pendant leur campagne, Diomaye, Moïse Sonko. Et moi, je vois même parfois dans l'expression non verbale de Sonko, quand il marche avec le président, je vois très bien qu'il est habitué à le considérer au minimum comme son égal. Alors, comment vous voyez déjà la suite de cette situation? Alors, moi, je souhaite honnêtement que le président Diomaye Faye, que le Premier ministre Ousmane Sonko renouent pleinement avec le panafricanisme révolutionnaire qu'ils revendiquaient quand ils étaient dans l'opposition. Ça, c'est mon souhait. Le jour où ils vont très clairement s'ancrer dans ce panafricanisme révolutionnaire qui anime aujourd'hui l'Alliance des États du Sahel, eh bien, je viendrai devant mes caméras, je viendrai à Joliba TV News pour les féliciter. Pour le moment, je considère qu'ils sont dans ce que j'ai appelé une aventure ambiguë. En m'inspirant d'un roman célèbre de la littérature africaine du Sénégal, le roman de Cheikh Hamidou Kane, L'aventure ambiguë. Ils sont dans la situation de Samba Diallo, entre la modernité européenne et la tradition africaine. Ils sont entre le néocolonialisme français, l'impérialisme occidental et le panafricanisme révolutionnaire. Vivement que nos frères à la tête du Sénégal rejoignent le bon combat. Est-ce que vous craignez qu'ils se perdent comme Samba Diallo? C'est ce qui risque d'arriver s'ils ne prennent pas la décision de choisir l'Afrique. L'Afrique d'abord. D'accord. Professeur, nous sommes quasiment à la fin de cet entretien. Rapidement, un dernier mot sur la quatrième de couverture. Je vois ici, vous dites les forces sublimes de la vie
faite de foi vraie, de charité active et d'espérance partagée, doivent et peuvent résolument triompher de cette épreuve des siècles. Ce que je veux dire par là, c'est que quelles que soient les épreuves que nous affrontons dans la vie, les difficultés que nous affrontons dans la vie, nous, Africains, nous sommes habités par une foi inébranlable en la vie infinie, en celle qui vient du Tout-Puissant et qui repart vers lui. Nous sommes convaincus que nous devons conserver la joie, la beauté. Nous devons conserver notre fraternité, notre solidarité, nos valeurs immémoriales. Nous devons les maintenir, eh bien, contre tous les vents, contre tous les périls. Et c'est ainsi que nous serons toujours des Africaines et des Africains tant que la terre sera terre. Professeur Franklin Nyamsi, nous sommes quasiment à la fin de cet entretien. Un dernier mot, certainement au peuple de l'AES, mais aussi à toute l'Afrique entière. L'Afrique entière vous considère comme la prunelle de ses yeux, peuple sahélien. L'Afrique entière considère chacun des pas que vous faites comme un pas que vous lui enseignez. Prenez conscience de votre importance historique. Soutenons activement les politiques justes qui sont menées. Faisons preuve de patience, de persévérance, d'endurance, de solidarité face aux grands périls géopolitiques qui menacent ce monde. Je suis fier d'être sahélien. Fier d'être sahélien, nous le sommes également, professeur. Ce fut un agréable plaisir de vous recevoir autour de ce plateau, surtout que nous venons de reprendre nos programmes il y a quasiment un mois. Tout le plaisir a été pour nous, professeur. Bonne chance à Joliba. Merci infiniment. Je vous souhaite des temps heureux. Merci beaucoup. Merci à vous, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Je rappelle que nous étions avec le professeur Franklin Nyamsi, voilà, et qui nous parlait aujourd'hui de son dernier ouvrage après avoir publié une quarantaine, justement, à son actif, L'impérial terrorisme. Ce fut un plaisir, mesdames et messieurs, de vous le présenter. Nous vous donnons rendez-vous sur Djoliba TV News dans d'autres éditions de ce genre. À très vite et tenez-vous bien. Djoliba TV News, c'est l'information au pluriel. Merci, au revoir.